Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Meguang à l'antenne pour vous présenter le décryptage. Et aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec le professeur Xie Yixu en stratégie militaire et relations internationales de l'université Tamkang au sujet de grands exercices militaires lancés par la Chine autour de Taïwan entre les 29 et 30 décembre. Lundi matin, soit quelques heures après le retour du maire de Taipei, Jiang Wan'an, depuis Shanghai, où il a participé au forum annuel Taipei-Shanghai, l'armée populaire de libération a annoncé de manière non prévue des manœuvres militaires majeures en encerclant Taïwan. L'armée chinoise a indiqué que ces exercices au nom de Mission Justice 2025 représentaient un avertissement sérieux visant les forces indépendantistes et sécessionnistes taïwanaises et les ingérences étrangères. Mission Justice 2025 est les 7e manœuvres militaires encerclant Taïwan depuis 2022, au moment où la Chine a agi militairement pour répondre à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. Les exercices Mission Justice 2025 interviennent peu après que Donald Trump a annoncé des ventes d'armes à Taïwan pour une valeur de plus de 11 milliards de dollars américains et qu'en novembre, la première ministre japonaise Sanae Takaichi avait affirmé qu'une attaque chinoise sur Taïwan pourrait constituer une menace existentielle pour le Japon, justifiant ainsi une intervention militaire. Comment observer alors les exercices de cette fois-ci avec des nouveaux termes utilisés par la Chine? Pour nous répondre, le professeur Xie Yixu en stratégie militaire et relations internationales de l'université Tamkang. Tout d'abord, il convient de souligner que cet exercice militaire autour de Taïwan est le 7e depuis août 2022. Les 6 exercices précédents se distinguent nettement par leur appellation et leur date d'annonce. Qu'ils soient appelés Exercice encerclant Taïwan, Joint Sword ou Straight Thunder, tous ces exercices mettaient l'accent sur l'aspect militaire ou employaient un langage fort en soulignant les blocus ou les exercices conjoints. Mais cette fois-ci, les manœuvres militaires ont été baptisées « mission de justice », ce qui tranche radicalement. Ce changement d'appellation, outre le fait de souligner son importance militaire, révèle également une différence significative dans son message symbolique. Mission de justice sous-entend que cette action est pleinement légitime et rationnelle, renforçant ainsi sa légitimité juridique tant pour Taïwan que pour le monde entier. Bien sûr, ils ont aussi introduit de nombreux nouveaux termes, comme blocus ou dissuasion tridimensionnelle extérieure. Ce ne sont pas des concepts nouveaux, mais simplement des appellations différentes. Concernant le blocus, Taïwan est un État insulaire dont les principales communications extérieures reposent sur le transport et le commerce maritime. Si Taïwan était totalement bloqué du nord au sud, les importations, tout comme les exportations, seraient fortement perturbées, ce qui explique les localisations choisies de ces exercices, qui couvrent les eaux du nord-est, du sud-ouest et de l'est de Taïwan. Il est clair que si la Chine bloque l'île de Taïwan du nord au sud, nos navires ne pourraient pas quitter le territoire, ce qui restreindrait notre puissance de combat et la capacité des autres pays à nous soutenir serait également compromise. Il s'agit donc essentiellement d'un blocus des transports, du commerce et même des approvisionnements de Taïwan. Face à ce type de guerre, il est nécessaire que Taïwan s'interroge sur les ressources restantes à Taïwan pour assurer sa subsistance. Quant au terme de dissuasion tridimensionnelle extérieure, cela s'apparente au concept de contre-intervention et d'interdiction régionale proposé il y a plusieurs années. Ce concept s'accorde avec celui de blocus. Autrement dit, il s'agit d'un blocus s'étendant du nord au sud du détroit de Taïwan, depuis les côtes chinoises jusqu'aux eaux à l'est de Taïwan. Cela signifie que dans cette zone délimitée, la Chine déploiera sa puissance d'armée de terre, de la marine et d'armée de l'air, et des forces de missiles pour bloquer toute la région. Cela signifie que si Taïwan dépend de l'intervention militaire japonaise ou américaine dans le conflit du détroit de Taïwan,
L'armée populaire de libération peut les empêcher d'entrer dans cette zone de guerre à l'intérieur du périmètre délimité. Si les forces étrangères ne peuvent pas entrer, c'est comme si Taïwan était encerclé et aucune force souhaitant l'aider ne pourrait y accéder. Taïwan ne pourrait alors que se défendre seul. Mais au cas où Taïwan se retrouve à combattre seul, les réponses immédiates de l'armée taïwanaise seront cruciales. La question est donc de savoir si l'armée populaire de libération peut réussir à bloquer entièrement Taïwan, quels défis elle devra relever, quels coûts elle devra supporter et comment l'armée taïwanaise pourra réagir. Je pense que ce sera assez difficile de parvenir à faire un blocus de Taïwan. La raison est que tout dépend de la quantité des réserves de Taïwan en temps de guerre, qu'il s'agisse d'armes et de munitions, ou encore d'eau potable, de nourriture ou d'électricité. Autrement dit, combien de temps Taïwan peut continuer à fonctionner normalement, voire constituer des réserves de puissance militaire. Bien sûr, plus un blocus se prolonge, plus il sera préjudiciable à la Chine. Taïwan n'est pas une mer intérieure, c'est une voie maritime internationale vitale, un axe de commerce essentiel. Plus un blocus durera, plus le commerce extérieur et la circulation des marchandises seront affectés. Par conséquent, un blocus prolongé nuirait non seulement à Taïwan, mais aussi à l'Asie du Nord-Est et du Sud-Est, à l'ensemble de la région Indo-Pacifique et même à la Chine elle-même. Cela signifie que Taïwan doit bien s'entraîner en temps de paix et améliorer efficacement ses réserves en matière de préparation au combat, que ce soit au sein de l'armée ou parmi l'ensemble de la population. Dans une conférence de presse tenue le 30 décembre au soir, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que l'armée populaire de libération avait lancé ce jour-là 27 roquettes, dont certaines ont atteint moins de 24 000 marins des côtes taïwanaises. Il s'agit donc de la zone contiguë définie par Taïwan qui estime y exercer sa juridiction. Le ministère a également confirmé que les 5 zones d'exercice annoncées cette fois-ci par l'armée populaire de libération traversent toute la zone contiguë de 24 000 nautiques et que 4 d'entre elles pénètrent même dans les eaux territoriales taïwanaises de 12 000 nautiques. Comment observer alors ces exercices de plus en plus proches de Taïwan ? Depuis 2022, certaines zones d'exercice que Pékin a délimitées atteignent l'espace des 24 000 nautiques et d'autres se sont même étendues jusqu'aux 12 000 nautiques, c'est-à-dire nos eaux territoriales. Cela signifie que si Taïwan ne prend aucune contre-mesure ni ne met en œuvre de mesures spécifiques, la situation ne fera que s'aggraver et l'armée chinoise s'approcher. Si toutes les zones d'exercice couvrent les 12 000 nautiques, l'objectif de Pékin est d'agir pour montrer que Taïwan fait partie de la Chine. Par conséquent, l'armée populaire de libération peut entrer et sortir librement de nos eaux territoriales et de notre espace aérien. C'est désavantageux pour Taïwan. Je pense qu'à l'avenir, Pékin pourra à tout moment se servir de n'importe quel prétexte pour lancer des exercices encerclant Taïwan et de plus en plus proches de Taïwan. Tout dépend donc de comment Taïwan agit. Après tout, ce genre d'action a de multiples objectifs. Si Taïwan n'agit pas lorsque la Chine fait des exercices dans ses eaux de 12 000 marins, cela reviendrait à dire que Taïwan fait partie intégrante de son territoire, créant ainsi une perception erronée. En plus, ces actions radicales incessantes envers Taïwan provoqueront une panique psychologique et diviseront la société taïwanaise. Tout cela en épuisant psychologiquement, physiquement et mentalement les Taïwanais et les soldats. Enfin, ces exercices à tout moment peuvent masquer une véritable attaque et évoluer vers une offensive d'envergure. Si, par exemple, l'une des conditions justifiant le recours à la force mentionnée à l'article 8 de la loi anti-sécession, Pékin peut à tout moment envahir Taïwan. La notion de dissuasion tridimensionnelle extérieure citée cette fois-ci fait clairement référence au soutien de certains pays à Taïwan. L'implication des États-Unis et du Japon dans ce soutien a-t-elle une influence significative, voire déterminante, sur la stratégie de blocus de Taïwan par l'armée populaire de libération ?
Taïwan et la Chine sont séparés par le détroit de Taïwan. Si les deux rives du détroit sont seules dans la guerre, sans intervention d'autres pays, alors les risques encourus par la Chine elle-même seraient élevés pour le transport d'une grande quantité de son matériel militaire vers Taïwan. Si les États-Unis et le Japon intervenaient dans le conflit, alors les coûts augmenteraient considérablement pour la Chine. Par conséquent, sa principale préoccupation est de gérer la question de Taïwan tout en minimisant ses propres pertes. C'est pour cette raison que, pour ces manœuvres militaires de cette fois-ci, de manière inhabituelle, l'Armée populaire de libération a explicitement annoncé que l'exercice visait à dissuader toute intervention étrangère. Contrairement aux exercices précédents qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration aussi claire de la part de l'armée elle-même, cette approche est inédite. Par conséquent, les militaires, ou plus précisément le commandement du théâtre d'opération de l'Est, ont compris que pour remporter une guerre dans le détroit de Taïwan, ils devaient empêcher efficacement toute intervention de pays comme les États-Unis ou le Japon. À travers ces exercices, ils adressent ainsi aux États-Unis et au Japon le message clair suivant. Toute intervention aura des conséquences désastreuses. Est-ce que ces exercices servent également à tester les réactions des États-Unis et du Japon? Cela en sachant que Donald Trump avait déclaré que ces exercices ne lui surprenaient pas et que le gouvernement japonais est très prudent dans ses propos. La Chine estime maintenant que les États-Unis ne vendent pas uniquement des armes défensives à Taïwan, mais également des armes offensives. Cela va à l'encontre du Taiwan Relations Act et des 3 communiqués Chine et États-Unis. Certes, il convient de noter que les armes et équipements que les États-Unis vendent maintenant à Taïwan ont une meilleure précision, une meilleure portée, voire de meilleures performances. Avec la fabrication moderne, il est quasiment impossible de se cantonner à une gamme très basique ou traditionnelle. Dès lors, comment définir si les armes sont défensives ou offensives? Tout dépend finalement de la définition de la Chine. Je pense que si la Chine veut agir contre Taïwan, elle trouvera de nombreuses excuses pour le faire, allant même jusqu'à coordonner ses actions avec sa propagande médiatique à l'étranger ou visant Taïwan, etc. Pékin utilise l'intimidation verbale et militaire pour donner une apparence de légitimité à ses actions. Au sujet de ces exercices militaires d'ampleur, le président taïwanais Lai Ching-te a de nouveau appelé le Parlement à voter rapidement le budget spécial de la défense qu'il a présenté en novembre dernier pour bâtir ce qu'il appelle le Taïwan Dome. Or, de son côté, l'opposition qui a refusé à 5 reprises d'inscrire ce projet du budget à l'ordre du jour du Parlement estime que Lai Ching-te a pour l'obligation de rendre public les détails de ses achats d'armes de plus de 40 milliards de dollars américains et d'indiquer quand seront livrés les équipements militaires restants dont la livraison par les États-Unis est toujours reportée. Faute de quoi, ce projet ne devrait pas être soumis à l'examen de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Parlement. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour. C'était Megwan pour RTI.